Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans Impro Ciné Critique, nous allons parler d'un film mythique, et pour cause, puisque son acteur principal décédera peu avant sa sortie officielle en salle. Vous l'avez compris, il va être question de La Fureur de Vivre, ou en version originale, Rebel Without a Cause, réalisé par Nicolas Ray. J'ai déjà parlé sur la chaîne de ses films Les Amants de la Nuit et Johnny Guitar. Ici, on est en 1955. La star, bien sûr, ici, à l'écran, c'est James Dean. Alors, c'est pas son dernier long métrage, en fait. Dans la chronologie d'ordre de sortie, il y aura le fameux Giant, que je verrai peut-être l'année prochaine. Mais voilà, là, c'est exactement le style de Brûlot qui va faire la légende. À ses côtés, nous avons Natalie Wood, avant West Side Story, bon, parce qu'il y a un lien direct avec West Side Story qui peut-être sera un peu inspiré le temps d'une scène par ce Rebel Without a Cause. Il y a aussi le jeune Sal Mineo. Alors c'est terrible parce que ce trio d'acteurs principaux a, chacun et chacune a connu une fin tragique dans la vraie vie. Bon, c'est comme ça. Nous avons aussi les débuts à l'écran de Dennis Hopper dans un rôle secondaire, mais on le reconnaît. Et il y a aussi, on va dire, l'antagoniste principal joué par Corey Allen, tandis que les parents du personnage principal sont joués par Jim Backus et Anne Doran. Anne Doran, ça vous dit peut-être quelque chose. Voilà, bon, je vois son nom là, je me dis, mais je l'ai déjà vu ailleurs. Bon, c'est pas grave. Ce qui est certain, c'est que donc, c'est une découverte tardive me concernant. Première chose, c'est intéressant ça, parce que j'ai encore beaucoup d'œuvres de classiques absolus à découvrir, tant mieux. C'est une très libre adaptation d'un Rebel Without a Cause écrit par un psychiatre qui parlait de la délinquance juvénile, mais Nicolas Ray a pris beaucoup de distance, puisque dans cet essai psychiatrique, visiblement, on partait du principe que les pauvres étaient violents, et que c'est de là que venait la violence. Ici, pas du tout. Nicolas Ray, il l'a clairement dit, ça peut venir de tout le monde. Et ce sont ici des jeunes dans un milieu assez bourgeois. Il est assisté à l'écriture par Irving Schumann et Stuart Stern pour un film en couleur qui aurait dû être en noir et blanc, mais la Warner y a beaucoup cru. Il faut dire que l'année d'avant, il sort Johnny Guitar avec aussi un magnifique moment Technicolor. Alors, en effet, la Warner a eu raison d'y croire. Cette couleur sera importante sur certaines situations très chromatiques que Nicolas Ray maîtrise à la perfection. Mais il maîtrisait tout aussi bien son plan visuel, le noir et blanc, dans Les Amants de la Nuit. Donc là-dessus, aucune surprise. Et nous sommes ici en présence d'une œuvre qui est presque hybride entre fort classicisme et une tentative progressiste et surtout une représentation très rare à l'époque de l'adolescence telle qu'elle. C'est peut-être l'un des premiers films sur la fameuse Teenage Angst, l'angoisse existentialiste adolescente d'ici de jeunes qui ne savent pas où se placer et de quoi l'avenir sera fait. C'est un film de fin du monde, entre guillemets aussi, la fin de l'innocence de l'enfance, ça c'est le premier plan du film, la fin de l'univers là dans ce planétarium, et beaucoup de fins évidemment, parce que le film sera assez violent. C'est l'histoire donc de Jim, en fait son vrai prénom c'est James Dean, Jim, bon évidemment qu'on va faire des parallèles entre l'acteur et le personnage, qui nous est montré en état d'ivresse sur la route au début, voilà, d'ailleurs c'est la fin de l'enfance, parce qu'il y a un petit singe mécanique là qui joue, qu'il va enterrer indirectement, enfin il va mettre un linceul dessus, bon on comprend l'idée. Il se retrouve donc au poste de police, où il va croiser les destins, plus ou moins indirectement d'ailleurs, de Judy, jouée par Natalie Wood, alors qu'il ne voit pas directement, elle est dans la pièce d'à côté, tout habillée de rouge, donc là la couleur fait sens et très importante dans la diégèse de cette introduction, parce qu'elle est prise un petit peu, parce qu'elle était en errance, elle fuyait un petit peu sa famille, elle était prise comme une prostituée, c'est pas du tout le cas. Et il y a aussi le jeune John Crawford, pas John Crawford, l'actrice de Johnny Guitar, mais surnommé Platon, donc le philosophe grec, c'est balancé direct, qui a 15 ans. Et lui, il va y avoir une interaction avec Jim qui veut lui offrir sa veste. L'un des fusils de Tchekhov d'un film qui est très axé sur le symbole et sur certains foreshadowing. Écriture classique, quoi. Et ces trois jeunes, de fil en aiguille, vont interagir parce qu'ils vont, grosso modo, dans le même lycée. Jim vient de débarquer là, il a beaucoup déménagé, on sent qu'il a quand même un passé un peu trouble, même si les parents ont l'air cool, mais bon, cool, on y reviendra. Et il essaye donc de faire ami-ami avec une bande, notamment menée par ce Buzz, là, pas Buzz l'éclair, même s'il va s'envoler peut-être à un moment aussi d'une certaine manière. Buzz qui est le petit ami de la fameuse Judy, avec qui il parle à un moment, bon, on voit que c'est pas tout à fait gagné.
Jim va devoir y aller tout seul au lycée et la bande va partir à part. Et évidemment, pour s'intégrer, et après, Buzz va tenter de lui faire passer un rite initiatique au couteau et même avec des voitures. Très vite, ça, hein. Ce qui va poser quelques légers problèmes, bien sûr. Et de fil en aiguille, on va surtout se concentrer sur ces 3 jeunes qui ont des problèmes avec leurs parents, enfin des problèmes. Ils ne se reconnaissent pas dans la cellule familiale très à l'américaine, ou pas, justement, parce qu'il y a une ambiguïté là-dessus. Et ils essayent de s'émanciper ou de trouver un idéal autre. Il manque de modèles, il manque de repères, tout simplement. Ce sont des rebelles sans cause. C'est un personnage intéressant, le personnage de James Dean, mais le film n'est pas que centré sur celui-ci. Il y a un petit côté trio là, même si évidemment, hein, c'est lui qui cristallise et qui sera à jamais le symbole de cette jeunesse éternelle bloquée, parce qu'il n'en sortira jamais, hein, James Dean forcément, qui représentera la rébellion potentiellement de jeunes à l'époque, hein, qui commençaient déjà, parce qu'il y a des faits divers qui ont aidé à l'inspiration du film. Bon, il y a eu ce truc sur la délinquance là, mais bon, avant au cinéma on avait vu par exemple The White Bunch, alors c'était pas vraiment des adolescents, c'était des jeunes, bikers. Ici c'est beaucoup plus ancré dans la vraie réalité de la société, et c'est ça qui est intéressant. Le mal est dans le fruit de cette société américaine, qui se complaît dans une certaine bourgeoisie post-seconde guerre mondiale, où finalement sur le papier tout va bien, tout ira bien ou pas, jusqu'à ce que ça monte dans les années 60 pour la contre-culture. Et Nicolas Ray est presque en avance sur son temps, sur certains points, tout en étant ancré donc dans un côté tradition. Mais c'est aussi cela son cinéma. Nicolas Ray, il allait ailleurs. Il se penchait sur les rebelles ou les marginaux au sens large, ou des gens à poigne, et des femmes fortes aussi, hein, Joan Crawford bien sûr. Et ici, le personnage de la mère de Jim, c'est presque une sorte de Joan Crawford des années 50. Femme qui porte la culotte, quoi. Il y a ça, mais il y a donc cet ancrage-là, par exemple, sur un cinéma vraiment à l'ancienne. Par exemple, Joan Crawford, moi, je pensais parfois autant on emporte le vent, hein, en le voyant très très vaguement. Hein. Là, il y a quand même aussi ce personnage de bonne, de domestique afro-américaine. Il y a une référence, évidemment, dans la culture populaire de l'époque au personnage donc d'Autant on emporte le vent. Mais bon, c'est très différent quand même. Mais vous voyez cette idée. On prend des choses comme cela, le côté un peu tragédie, mélodrame par moment. On traite l'histoire de romance, un moment couple. Bon, ça, c'est très Nicolas Ray. C'est un peu, voilà, des couples à la marge, quoi. Parce qu'il y a un peu cette love story qui va peut-être se développer entre Jim et Judy, mais c'est très, très secondaire. Et puis il y a ces relations-là. Et dans l'ambiguïté, le film est absolument extraordinaire, parce que vous ressortez de là, vous pouvez à la fois qualifier le film de conservateur, ou au contraire de progressiste qui tente de critiquer l'Amérique de l'époque. Dans le sens où le problème de Jim, finalement, c'est que bon, ses parents ont l'air bien, hein, mais qu'il n'arrive pas à se voir dans le miroir du père. Il aurait besoin d'un père beaucoup plus autoritaire et plus viriliste. Et celui-ci, disons que si sa femme porte la culotte, lui il porte le tablier à un moment, c'est frontal. Il a du mal à avoir vraiment de la poigne. Ce qui aujourd'hui est considéré comme une norme potentielle, enfin il n'y a plus de trucs. Là on est dans une sorte d'ancienne Amérique, oui c'est les années 50, qui sur le papier, hein, le film critiquerait donc les hommes non virilistes à poigne qui laisseraient leur fils faire n'importe quoi ou ne pas avoir de repères. Mais c'est beaucoup plus subtil et insidieux, je pense. D'autant plus qu'il y a ces 2 autres personnages à côté qui font presque un contrepoids, dans le sens où il y a le père idéal potentiel là pour Judy, mais qui se fiche complètement de sa fille, parce que c'est plus sa petite fille. Alors, il a un petit frère, on voit que maintenant ça ne l'intéresse plus, maintenant qu'elle a grandi, enfin, on voit qu'elle est un peu à l'écart, et encore pire, tu as le personnage donc, de Platon, le plus jeune, qui lui, c'est comme s'il n'avait pas de parents. Le père, il lui envoie de l'argent, super, et la mère, elle est mentionnée, mais elle n'est jamais là. Il vit avec la mère, mais elle n'est jamais là. Et jamais là, on voit que la domestique, c'est tout, qui est comme une mère de substitution, d'ailleurs, aussi. Presque au début, dans le commissariat de police, je le vois un peu de dos, tout ça, avec cette dame domestique, je me dis, ah tiens, c'est un enfant métis. Ah non, pas du tout. Non, d'accord, donc bon, après, tu comprends que c'est la domestique. Ça, c'est intéressant, parce que voilà ce qu'il essaye de construire aussi, ou de déconstruire dans la société américaine, qui sur le papier pourrait être parfaite, mais quelle est la perfection? Quels sont ces codes qui doivent être donc préétablis pour que, par exemple, un jeune homme, un jeune adolescent, ici, doive se sentir bien. Et il est paumé. C'est-à-dire que Jim, il croit qu'il doit être viril, et du coup, il va suivre les bêtises là, de Buzz et compagnie, avec ce duel au couteau là, sur l'observatoire, par exemple,
qui rappellera un petit peu, hein, ça annonce un peu ce qui sera dans West Side Story après, même si c'est autre chose et que c'est pas dans la bourgeoisie et tout, hein, West Side Story, là on est plus dans une idée avec le côté multiculturel, etc. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, bon, Natalie Wood, évidemment, dans West Side Story, mais James Dean, à l'époque c'était à Broadway et tout, il était pressenti pour jouer le rôle de Tony, et que peut-être, s'il avait vécu longtemps, bon, hein, il aurait peut-être joué Tony, alors, il aurait peut-être été un peu âgé quand même, mais dans la version cinéma. Bon. Après tout, Natalie Wood l'a joué, donc, dans cette version. Mais c'est pas grave, mais vous voyez que dans cette idée, hein, ok, le côté coolitude un peu rebelle, et c'est passionnant ça. C'est passionnant la façon dont on peut se triturer la cervelle, savoir qu'est-ce qu'il a voulu montrer Nicolas Ray derrière. Mais le fait déjà de changer l'idée que ce seraient les pauvres qui seraient violents, et de montrer que l'Amérique potentiellement a sa violence dans chaque foyer potentiel, ça c'est intéressant, avec évidemment les armes à feu, le coup de couteau, là, les courses à voiture, le virilisme qui porte mal en fait. Hein. C'est-à-dire que tous les actes virilistes vont mal tourner dans le film. Donc vous voyez, l'ambiguïté elle est là. Hein. On peut toujours voir cette version un peu... Alors c'est vrai que le personnage féminin de Jodie est un petit peu à l'écart, pour le moment elle est plus suiveuse qu'autre chose. C'est pas John Crawford dans Johnny Guitar, tu vois. Mais il y a cette idée de déconstruire, reconstruire, on ne sait pas où, et en fait c'est une Amérique qui appelle à la fin pour une jeunesse qui n'a aucun espoir, qui n'a aucune cause, si vous voulez, à défendre, qui ne sait pas où elle va. Et cette idée, à un moment, au planétarium, qui montre la fin de l'univers, des explosions et tout, t'as l'impression que ces jeunes, en regardant cela, ils sont autant fascinés que flippés, en mode, oui, bah, de toute façon, notre univers à nous, il va prendre fin, mais on ne sait pas vers où on va. On va vers le contraire du Big Bang, vers la fin de tout, le Big Crunch. Et c'est un petit peu l'idée, quand même. Hein. C'était le premier plan du film, hein, aussi. Et là, on va rentrer dans une zone spoiler, pour 2-3 trucs. La mort de Buzz, donc j'ai presque spoilé ça tout à l'heure, vers l'infini ou l'au-delà en tombant dans la falaise. Bon, cette course de voiture ridicule, alors évidemment, il y a une forme de prolapse terrible, comment James Dean va mourir. Pourtant, il s'était calmé à l'époque, soi-disant, sur les courses, mais bon, malheureusement, hein. Et Buzz va s'envoler. Alors c'est marrant parce qu'il meurt, bon, bah, par erreur, hein, c'est pas un suicide, mais t'as l'impression que quand il tombe, il y a une forme de libération. Et puis d'ailleurs, la voiture tombe, c'est filmé un peu de loin, peut-être de maquette et tout, ça fait un peu explosion qui renvoie aux explosions vues dans le truc du planétarium de l'univers là. C'est exactement cette idée. Et derrière, bah, après, ça part à volo. C'est-à-dire que forcément, la bande de Buzz va pas être contente parce qu'il pourrait aller à la police, Jim, il doit se défendre parce qu'on pourrait faire une enquête sur lui. Et derrière, ouais, c'est la fuite perpétuelle. Ses parents, finalement, ne sont pas d'un grand secours. Les parents des autres, ou sont pas là, ou non plus, hein, de toute façon. Les trois vont reformer un cocon familial à eux, temporaire, dans une forme de maison abandonnée, donc un monde ailleurs. Voilà. C'est leur propre société, microcosme très temporaire. Sorte d'étrangeté absolue, d'ailleurs, où tu pourrais imaginer tout ce que tu veux. Presque l'idée d'un trouble, mais bon, c'est pas ça. C'est plutôt une famille recomposée. Alors, il paraît que certaines scènes ont été censurées, alors attention à la légende aussi, où le personnage de Jim embrasserait, très soft quand même, hein, je pense, aussi le personnage de John, jeune Platon, mais bon, finalement, on ne garde ici que la romance qui est en train de s'établir, une romance un peu façon les amants de la nuit, un peu à part, quoi, à la marge, mais pas vraiment. Il rejoue des tropes de son cinéma, de toute façon, Nicolas Ray, ça se sent, c'est vraiment un film de lui, quoi. Et après, bah, évidemment, la tragédie, elle est là. On se rappelle de la veste au début, tout ça. Platon arrive avec l'arme de sa mère. Évidemment, elle n'est pas là, bah tant pis. Hein. Lui, il prend l'arme. Ça, c'est quelque chose qui est terrible aussi. Les parents qui ne surveillent pas leurs enfants, du coup, aux États-Unis, quand il y a des armes cachées, ils les prennent et il y a des choses qui se passent. Bon, okay. La police débarque. Alors, c'est presque ironique parce qu'au début, vous avez le flic qui est là en mode je pourrais être ton... Ouais, je suis une forme d'autorité. C'est pas un père de substitution, mais tu peux te confier à moi, qui lui dit. Bon, arrivé à la fin, la police va faire n'importe quoi. Elle met la lumière et tout sur les choses. Platon a mis la veste enfin de Jim, et c'est lui qui est tué, hein, en sortant de là. Alors c'est au planétarium, il fuit d'abord, et c'est au planétarium. Ça finit là où la fin du monde a été montrée, donc c'est la fin du monde de Jim Platon, bien sûr. Et c'est là où la fin est passionnante, parce qu'on peut poser la question du virilisme, qui mène quand même à des gros problèmes. Hein. Donc voilà, le film questionne cela, et je pense en est une critique aussi de ces codes américains, quoi. Mais, bon, le père promet à la fin, quand il voit Jim comme ça, d'être enfin plus autoritaire, de se relever. Il y a une scène avant de dispute où il demande à son père de se relever, il y a une bagarre hein, là-dessus, c'est assez dur, hein, et violent, et déchirant. Et donc oui, ah, le père promet, mais attention à cette promesse d'illusion, on ne saura jamais comment ça va se passer après. Hein. Donc il faut se méfier. Et puis surtout, il fait ça, le père, une fois qu'il a vu son fils pleurer. Ouais, on montre Jim pleurer la mort de son ami. Celui qui aurait pu être, enfin, une sorte de petit frère du coup,
Mais d'ailleurs, avant de mourir, Platon dit à Jim, non, tu seras jamais mon père de substitution, tout comme ça. Non, tu pourras jamais remplacer mon père. C'est très étrange. Très étrange quand même cette situation aussi. On est dans le désespoir adolescent de cette Amérique-là, d'Amérique lambda, hein, voilà. Et Jim pleure et ça perd cette libération de larmes que quand même peut-être il va pouvoir s'apaiser. Donc vous voyez le virilisme, hein, le message du film, vous pouvez tirer exactement ce que vous voulez de celui-ci. Moi j'aime beaucoup ce genre d'hybridation et de dichotomie, de dualité. Et c'est un film qui est passionnant, et qui prend son temps aussi, hein, sur pas mal de scènes, ce qui est à la fois, parfois un peu longué quand même, mais ça montre aussi que, de toute façon, le film s'affaisse sur lui-même, dans le côté un peu obscur de cette nuit dans cette maison et la fin au planétarium. Il n'y a pas d'espoir, c'est la fin d'un monde ce film, hein. On voit bien que ça se tamise et tout, alors la fausse lumière qui appelle la mort en fait, hein, à la fin, avec la caméra qui vacille un peu à la mort de Platon, donc ça c'est intéressant aussi, il y a des petites mises en scène qui veulent dire les choses, c'est-à-dire que le l'ordre établi tombe aussi, mais derrière, qu'est-ce qui se passera plus tard, on ne le saura jamais, sauf pour James Dean malheureusement, et pour les autres plus tard aussi, qui ont chacun eu leur tragédie, hein, au-delà donc de leur performance à l'écran. Je fais un Amazon spoiler, film très riche, La Fureur de Vivre. Alors le titre français est discutable, hein, comme souvent. Rebel Without a Cause, bon, tiré du bouquin, qui a été très très librement remis ici au cinéma, quand même, avec des discordances de la part de Nicolas Ray à sa lecture. Aussi, les titres, on leur fait dire ce qu'on veut. L'important, c'est le contenu de ce qui se passe. Est-ce que James Dean mérite le statut de légende? Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Il n'aura fait que 3 films importants, hein, il a fait des petits rôles avant, hein, où ses performances d'acteur sont à fleur de peau. Moi, je me souviens d'À l'Est d'Éden, hein, dont j'ai parlé il y a un petit moment, hein, maintenant. J'ai pas encore vu le géant, mais on le voit. C'est-à-dire qu'il porte en lui aussi une forme de souffrance. James Dean, dans sa jeunesse, ça n'a pas été facile pour lui. Il a été abusé, je crois, aussi, puis il est tombé très vite dans certains excès, et pas que la vitesse. Donc, ouais, c'est vrai que parfois on se dit, non, c'est pas le meilleur acteur du monde que vous voyez là. Limite, je préfère encore les jeux de Nathalie Wood ou Sam Mineo sur le papier. Mais dans ce côté-là, de tension, il est très bon pour le personnage. Et on ne sait pas comment ça aurait évolué après. Si James Dean avait vécu longtemps et fait une dizaine d'autres films derrière, est-ce que La Fureur de Vivre aurait été aussi ancré dans la légende et le mythe? Je ne sais pas. Personne ne peut le savoir. Ça dépend ce qu'il aurait fait après aussi. Mais évidemment, la mort de James Dean a rendu ce film encore plus fort. Et évidemment, beaucoup d'adolescents s'y sont référés. C'est normal. C'est aussi comme ça que le cinéma, enfin, les grandes histoires du cinéma se font parfois. C'est au-delà même du film. Mais bon, le film en lui-même est très pertinent et a beaucoup de choses à dire. Comme j'ai pu trop en dire peut-être, ou pas assez. C'est à vous de me dire en commentaire, du coup, si j'ai survolé certaines choses, si vous avez des précisions à apporter, et surtout votre avis, votre analyse personnelle sur ce Rebel Without a Cause, qui fait donc plus ou moins, là, du coup, hein, peut-être même jour J, j'en sais rien, là, au moment où cette vidéo est publiée, c'est 70 ans. Allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.